Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Leïté Smart, ravi de vous retrouver en ce jeudi soir, durant une heure avec mes deux invités. Nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité du moment, l'actualité économique notamment, mais on ira, j'espère, probablement un petit peu au-delà. De quoi allons-nous parler ce soir? Très rapidement en apéritif, on parlera finances publiques, ensuite nous parlerons épargne. On a appris, on s'en doutait, les chiffres de collecte records de l'épargne, notamment de l'épargne réglementée en France en 2020. L'épargne réglementée, c'est le livret A pour l'essentiel, et puis l'autre livret réglementé, le LDDS. Bref, tout cet argent, tout cet afflux d'argent, à quoi sert-il? Comment pourrait-il mieux servir? C'est un débat un peu habituel, sempiternel dans ce pays, globalement, avec ce constat que cet argent, on a du mal à l'envoyer vers les entreprises. C'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne aussi. On n'a pas trouvé encore le produit miracle. On verra en réfléchissant, je poserai la question à mes invités, des moyens de faire mieux qu'aujourd'hui. Comment faire face à ce surplus d'épargne. Et puis dans une deuxième moitié de l'émission, nous parlerons des États-Unis. C'est la semaine. Vous me direz, on en parlait déjà hier, donc au lendemain de l'investiture de Joe Biden. Hier, la question était: qu'attend-on des États-Unis? Aujourd'hui, la question sera: à quoi servent les États-Unis en 2021 Est-ce qu'ils servent à tirer l'économie mondiale? Est-ce qu'ils servent d'exemple, de contre-exemple? Est-ce qu'ils servent de pousser, de nourrir l'innovation? Est-ce qu'ils servent à guider le monde? Ce sera autant de questions que je poserai à mes deux invités. Qui sont-ils, qui sont-elles ce soir? Anne-Sophie Elsif, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chef économiste au BIP. À ma gauche, Virginie Calmels, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et présidente de l'école Futurae, et vous êtes présidente du conseil stratégique du groupe WeCare. Merci à toutes les deux d'être à mes côtés ce soir, tout de suite, pour démarrer l'émission. Avant débat sur l'épargne, petit apéritif. C'était pas franchement une surprise, mais on a le chiffre définitif du déficit de la France, du déficit public, du déficit de l'État. Regardez ce titre, c'était le site de France Info. Le déficit de l'État français a presque doublé en 2020 en raison de la crise sanitaire, donc la crise économique, qui s'est creusée au total de 85 milliards d'euros, passant de près de 93 milliards, ça c'est de 2019, à 178 milliards d'euros, 178,2. C'était très précis. Alors c'est un chiffre absolument colossal, mais en même temps, regardez, papier du Figaro, coronavirus, une facture finalement un petit peu allégée pour l'État en 2020. Et bien regardez effectivement la différence avec cette fois-ci ce graphique à la une des Échos aujourd'hui qui parle de véritable facture de la crise pour l'État. Donc 93 milliards, c'était le déficit public prévu initialement dans le budget 2020, avant la crise sanitaire. Pas plus tard qu'en novembre dernier, c'est pas il y a longtemps, on s'attendait, le gouvernement va annoncer 223 milliards de déficit. Et bien bon, finalement, là, 20 janvier, l'exécution du budget de l'État pour 2020 révèle donc, je le disais, ce chiffre de 178 milliards d'euros. Ça fait une différence de Anne-Sophie de 45 milliards en moins de 2 mois, absolument colossal. Comment on peut arriver à diverger? Alors en l'occurrence, c'est dans le bon sens, on va s'en réjouir, et puis on peut peut-être imaginer qu'ils avaient pris une petite marge au niveau c'est mieux d'annoncer un truc moins catastrophique que prévu que l'inverse, mais 45 milliards, c'est absolument colossal comme divergence. Ça montre bien qu'on est dans une période de flou complet et de difficulté absolue de ce métier d'anticipation, de prévision qui est notamment le vôtre. Tout à fait, c'est un métier très difficile en ce moment de prévoir. Alors c'est déjà une bonne nouvelle, c'est vrai que les institutions publiques ont toujours tendance à noircir peut-être un peu le tableau à ce qu'on appelle et ce qu'on aime bien appeler en économie l'anticipation des acteurs, c'est-à-dire que voilà, on prévoit un scénario assez noir et puis finalement si c'est mieux que prévu, c'est que 178 milliards, mesdames, messieurs. C'est plutôt positif. Donc c'est aussi au niveau de la confiance et au niveau de la psychologie qui est quand même difficile en ce moment. Voilà, quelque chose qu'on peut comprendre. Il faut mieux être toujours dans le scénario le pire quand on fait les prévisions. Alors après, pourquoi cette bonne nouvelle? C'est là où il faut
faut s'interroger. Ça questionne quand même de la bonne résilience de l'économie française. On l'a vu après le premier confinement, en juin, là aussi, on avait des perspectives de consommation en berne, et finalement, les Français ont beaucoup plus consommé que prévu, et à la rentrée, eh bien, on avait c'est décembre qui a été meilleur. Voilà, et on arrive à une récession différence moins importante que prévu. On l'oublie toujours, mais au début de la crise, en mars, le FMI, les grandes institutions étaient sur des récessions cette année à plus de 10%. Finalement, on sera à 4%. Donc c'est vrai que la prévision dans ce contexte... Au niveau mondial. Au niveau mondial. Oui, tout à fait. Parce que là, comme on parlait de chiffres français, je préfère préciser, on sera plutôt entre 9 et 10. Mondial, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a un ajustement plutôt positif. Et pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'économie française est beaucoup plus centrée sur les services, et c'est des secteurs qui ont davantage de résilience qu'en effet le secteur industriel. Et pendant le second confinement, eh bien, il ne faut pas oublier que l'appareil productif a continué. Je rappelle que la Chine ne sera pas en récession cette année. Elle sera en croissance. On est déjà en 2021. En 2020, pardon. Elle ne sera pas en récession en 2020. Et donc tire, en effet, le commerce, l'industrie. Donc c'est vrai que pour les nouveaux confinements, eh bien, le processus industriel ne s'est pas arrêté. C'est les services qui ont été principalement affectés, mais là aussi, avec les systèmes de couvre-feu et de réouverture anticipée, et surtout, comme vous l'avez dit, la période de Noël, eh bien, finalement, entre guillemets, la casse a été moins importante que prévu. Vous anticipiez effectivement, globalement, que ce type de révision, tout à fait. Révision à la baisse du déficit au public. regard de ce qui s'est fait après le premier confinement, on anticipait que c'était un peu un scénario noir, et qu'avec l'effet de fin avec de telles variations, de telles différences que ces fameux 45 milliards là que je... Le problème, c'est qu'en effet, comme c'est toute l'économie, ou en tout cas des pans entiers de l'économie qui sont mobilisés, c'est vrai que les sommes sont toujours incroyables par rapport à ce qu'on a pu connaître sur un ou deux secteurs. Donc c'est vrai que c'est toujours des chiffres colossaux. Avant les révisions, c'était 1 ou 2 milliards, maintenant c'est 45 milliards d'un coup. 0,1, 0,2, là on est sur des sommes incroyables. Donc bien sûr, ça peut paraître tout à fait énorme de se tromper à ce point, on se dit comment. Mais en effet, comme il y a un volume très important, c'est tout à fait normal. Et surtout, ça nous interroge sur 2021, où là, il y a le confinement, il y a le couvre-feu, mais on aura peut-être une bonne capacité de résilience au deuxième trimestre, et notamment dans des secteurs très affectés, comme la restauration et autres, où vous pouvez avoir d'importantes défaillances d'entreprises qu'on va attendre. Je rappelle que même le taux de chômage en 2020 est resté à 8,5%. C'est vraiment cette année qu'on attend une hausse de 2 points. Donc c'est vraiment cette année, en gros, que les conséquences de la crise vont vraiment se faire sentir. Et donc pour ces entreprises de services, eh bien, si on a un fort rebond, on aura sûrement des créations d'entreprises importantes. Donc voilà, c'est quand même... Et évidemment, ça dépendra de la situation sanitaire, de la stratégie vaccinale. La stratégie vaccinale. Etc. Alors, le manque à gagner pour l'État dans un type de crise, c'est globalement plus de dépenses et moins de recettes. Sur les 80 milliards de différence, globalement, c'est moitié-moitié. Virginie, vous avez un profil un petit peu plus politique. Est-ce que vous imaginez qu'effectivement, dans les prévisions en novembre, là, le gouvernement est un petit peu chargé la barque pour être en capacité de dire finalement, c'est moins catastrophique que prévu? Écoutez, en termes de stratégie. Parfois, on se demande s'il faut être dans l'incompétence ou dans le calcul. Là, on ne sait pas très bien. On va espérer qu'ils l'ont fait exprès pour annoncer, soi-disant, une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est une nouvelle catastrophique. Parce que... Laquelle? Que ce soit moins catastrophique que prévu? Non, ou que ce soit moins catastrophique que prévu, il n'y a pas besoin d'être grand-père. Les 178 milliards de déficit public, vous voulez dire. Mais arrêtons déjà de manier les milliards comme avant on maniait les dizaines de milliers d'euros. C'est quand même un problème. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de se dire? On est à 45 milliards près en quelques 2 mois. Et puis surtout, revenons avant la crise. On prévoyait un déficit de 93 milliards d'euros. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus. À la limite, c'est plus celui-là qui vous préoccupe. C'est catastrophique pour moi. Ça veut dire qu'on a toujours à la tête de notre pays des personnes qui continuent à penser qu'on peut tranquillement présenter des budgets avec des déficits colossaux, parce qu'il n'y a pas de grande amélioration, malheureusement, du déficit public par rapport aux années précédentes. Et là, oui, c'était la même chose, d'ailleurs. Non, mais attendez... Quand on regarde tendanciellement, d'ailleurs les années précédentes échos le montrent très bien. Oui, alors on va faire un tout petit peu mieux une année, mais enfin le problème il est structurel, il est qu'on creuse du déficit année après année et qu'on repousse sur les générations futures. Depuis plus de 45 ans. Oui, et c'est quand même choquant, excusez-moi de le dire. Je pense que les Français d'ailleurs ont le tournis quand on voit ces chiffres, surtout pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont victimes aujourd'hui du coronavirus et qui se disent on distribue des milliards, on ne sait pas très bien. En partie pour eux, qui souffrent moins d'ailleurs, quand même. On verra, vous savez, on fera le total. Moi, je regarde.
il y a les chiffres, il y a la macroéconomie, et puis il y a le concret. Vous vous baladez dans les rues aujourd'hui de Paris et vous voyez des restaurants qui sont marqués fermés définitivement, à vendre, à louer. Donc on voit bien que l'économie, malheureusement, va trinquer. Il y a eu des mesures d'urgence, et je ne dis pas qu'il n'en fallait pas, mais ces mesures d'urgence, d'ailleurs, c'est très bien détaillé. C'est de l'ordre de 45 milliards dans les mesures d'urgence, le fonds de solidarité, etc. Alors que là, on parle d'un déficit avant Covid qui était prévu à 93 milliards et qui, in fine, va être à 122 milliards. Je reste convaincue qu'on se trompe d'objectif, qu'au lieu de croire que l'argent public peut être distribué allègrement, je note d'ailleurs que l'Allemagne a aussi subi une pandémie, a aussi dû faire face à des mesures d'urgence, mais au lieu d'être à 122% de son PIB en dette, eh bien, elle sera, selon les prévisions, entre 70 et 80%. Donc, on reste... Ce qui partait d'une situation avant crise qui était bien meilleure. Mais ce qui est très intéressant... Ils ont fait la même chose que nous, sauf que, effectivement, comme le dit Virginie, nous, on partait d'une situation qui était... Ils n'ont pas pris la même chose que nous, non. Ça se creuse encore. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'ils partaient de plus bas, mais même pendant le Covid, nous, on passe à 122%. Donc, on a pris quasiment 20 points. 20 points, la moyenne européenne. 15. Oui, mais je veux dire, à force de manier les concepts comme ça... Ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, c'est beaucoup de milliards. Mais évidemment. Donc, arrêtons de se cacher. Alors, je comprends l'effet d'annonce formidable, c'est beaucoup mieux que prévu. La résilience, et vous avez tout à fait raison, on se réjouit... Non, personne n'a dit formidable, c'est moi qui lance le débat sur le thème. C'est quand même titré comme finalement moins que prévu. Ok. Le fait qu'on soit une société de services, c'est vrai que pour cet indicateur-là, c'est positif. On va pleurer quand même quand il s'agira de la désindustrialisation de la France, et là encore, si on se compare à l'Allemagne. Néanmoins, moi, ce qui m'affole, c'est qu'au fond, on prend les mêmes et on recommence. On a une gestion de l'argent public qui n'est, de mon point de vue, pas acceptable, et surtout qui fait porter sur les jeunes générations la triple peine. On voit les manifs étudiants qui sont en désespoir parce qu'ils ne peuvent pas suivre les cours en présentiel. Il y a le problème de l'embauche et de la crise économique qui va faire que ces jeunes vont avoir une immense difficulté à être embauchés, voire à être embauchés à des salaires beaucoup plus bas. Ils auront beaucoup de mal à rattraper. Et triple peine, la dette est creusée, là encore, avec cette gestion quand même de l'argent public qui est, de mon point de vue, celle de gens qui ne se rendent pas toujours compte de la dureté de gagner sa vie et de joindre les deux bouts à la fin du mois. Allez-y. Si je peux... revenir par rapport à ça. Déjà, le déficit public, je rappelle que dans le pacte de stabilité et de croissance, il y a 3% de déficit. Pourquoi ? Parce que l'idée, ce n'est pas le déficit. Un État, ce n'est pas un particulier. Il y a jusqu'à 3% de déficit. C'est pas une obligation. Malheureusement, on dépasse les 3%. Ouais. Tout à fait. Mais il y a quand même un déficit qui est prévu. Pourquoi ? Parce que justement, comme je le disais, un État, ce n'est pas un particulier, ce n'est pas une entreprise. Il y a un bon et un mauvais déficit. Pourquoi des fois vous voulez faire du déficit ? Si en effet vous investissez dans l'avenir, si vous réformez, si vous investissez dans plein de secteurs, on parle de réindustrialiser, etc., il faut de l'argent public. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais le déficit public a été creusé. À quoi il sert ? Avec assez peu d'investissement, si je peux me permettre. Non, par exemple, en investissement immatériel, on a les taux les plus élevés d'Europe, d'ailleurs beaucoup plus importants qu'en Allemagne. Donc ça dépend des catégories d'investissement quand vous regardez les chiffres de l'INSEE. Donc ça déjà globalement. Et par rapport à l'Allemagne, on dit avant la situation de la crise, regardez la croissance allemande, regardez les prévisions de croissance allemande. Avant la crise, le taux de croissance en Allemagne était inférieur à celui de la France. Leurs perspectives de croissance potentielle pour les 10 prochaines années sont inférieures à celles de la France. Pourquoi ? Parce qu'on c'est vrai, mais ils ont moins de chômage, Sophie, donc on peut dire que l'Allemagne ne marche pas, mais globalement, ils ont moins de chômage, plus d'industrie, et ils sont plus riches que nous. Je nuance pour expliquer un peu les ressorts qu'on compare tout le temps, donc il faut remettre dans le contexte global. Ce qui est intéressant, c'est de comparer par rapport... Là, on essaye de nous faire croire qu'en gros, c'est l'effet pandémie. Donc je me permets simplement de dire que la pandémie n'a pas touché que la France, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'effet pandémie et la façon même dont les États ont réagi face à la pandémie n'est pas la même. Façon dont on dépense notre argent, par exemple, on se glorifie souvent... l'effet pandémie, on fera le bilan un peu plus tard, parce que globalement, c'est tellement mouvant. Mais quand on se glorifie d'être le pays qui vient le plus en aide des restaurateurs... Oui, mais ça, c'est de la politique. C'est de la politique, mais justement... On ne dit pas qu'on est les moins bons quand on passe à la télévision. Mais c'est bien dommage qu'on soit juste pas dans l'objectivité. C'est au lieu de se glorifier d'être soi-disant les meilleurs, regardons à la fin, et malheureusement, on comptera les dégâts. N'aurait-il pas mieux valu laisser des petits commerces ouverts avec un protocole sanitaire
contraignant, mais facile à mettre en œuvre pour des petites superficies qui laissaient entrer un nombre de clients contingenté, plutôt ce que... C'est maintenant. Oui, mais on a quand même permis, rappelez-vous. Oui, mais là encore, le vrai sujet est ne peut-on pas faire mieux? C'est ça qui m'intéresse. Et je trouve que parfois, on a une petite tendance quand même à considérer que c'est de l'argent public, hein, on lit encore c'est gratuit, c'est l'État. Ben non, c'est pas gratuit, c'est l'argent des contribuables et des générations futures. Donc on devrait, me semble-t-il, avoir les meilleurs en termes d'optimisation de la dépense. Et je trouve que malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans notre pays depuis longtemps. Hein. C'est pas qu'un sujet politico-politicien, c'est aussi un formatage, une façon de penser. Moi, je préfère que les gens travaillent et gagnent de l'argent avec leur travail plutôt que de prendre le risque zéro, le sacro-saint principe de précaution et laisser les gens chez eux avec des pansements, avec des aides qui n'éviteront pas malheureusement la détresse économique et la détresse psychologique de toutes ces personnes. Donc déjà, si je peux réagir par rapport, en effet, en Allemagne, déjà, c'est des modèles de croissance qui sont différents, parce que comme vous l'avez dit, certes, l'Allemagne est plus industrialisée, mais du coup, c'est pour ça qu'ils ont été plus touchés en 2019 par la crise commerciale, et c'est pour ça qu'ils ont moins de croissance potentielle. L'avantage de la France et dans les services, c'est que l'Allemagne a été moins touchée en 2020, mais ses capacités de rebond en 2021 sont inférieures à celles de la France. Donc, juste... Mais ça, c'est vrai, quand on est tout au fond de la piscine, on peut imaginer qu'on va remonter plus vite. Oui, mais à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a un chiffre négatif en 2020, donc c'est l'Allemagne est mieux, quand l'Allemagne est moins bien à 2021. Il faut voir dans l'ensemble et comprendre pourquoi c'est comme ça et quels sont les sous-jacents. Donc c'est des modèles économiques différents. L'Allemagne basée pour l'industrie qui est plus dépendante de la Chine et en effet qui a plus, on va dire, été impactée quand les usines ont été fermées, et l'Allemagne et la France qui est plus sur les services, donc qui prend plus, comme d'ailleurs l'Italie et l'Espagne, mais par contre qui ont une capacité de rebond supérieure. Donc c'est juste différent. C'est pas mieux ou moins bien. Pardon, mais je pense que quand même quand on rapporte la dépense publique au service public, à l'efficacité de la dépense, on peut quand même à certains moments se demander si au niveau de la santé, alors qu'on dépense beaucoup, est-ce qu'on a été dans l'efficience? Au niveau de l'éducation, est-ce qu'on est dans l'efficience? Au niveau du régalien, au niveau de la police, de la justice? Oui, mais je pense qu'il y a l'effet Covid et déjà, c'était mon point. C'est que je pense qu'il faut arrêter que l'arbre cache la forêt. Ce serait trop simple au fond de dire effet Covid, on a eu une pandémie, le désastre. Le quoi qu'il en coûte, pardon, mais ça aussi c'est un fait politique. Moi, je crois que ce n'est pas un service qu'on rend ni au pays, ni aux générations futures, ni aux générations actuelles, parce que le quoi qu'il en coûte va faire beaucoup de dégâts. Et donc, c'est un parti pris politique. Et là, je pense qu'on peut se comparer. C'est sain de se comparer. Moi, je crois qu'on ne se compare pas assez. On a le droit de se glorifier à certains moments. On a aussi le droit de se dire que d'autres sont plus ingénieux. Regardons ce que fait Israël sur le vaccin, c'est intéressant. Regardons ce qu'a fait la Pologne sur l'ouverture à des heures différenciées selon votre âge. Enfin, allons chercher les bonnes idées ailleurs et arrêtons de croire qu'on fait tout bien. Moi, je crois que quand on se compare, on peut aller chercher des bonnes idées ailleurs et que c'est pas inintéressant de voir que d'autres pays s'en tirent mieux. Alors, il y a toujours moins bien, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ceux qui ont fait mieux. Et là, franchement, en termes de déficit public, on a à être hyper dans l'humilité, parce que honnêtement, ça fait longtemps que ça dure. Alors la pandémie n'a rien arrangé, je vous le concède, mais c'est quand même dommage qu'on parte de si bas et que encore cette année avant Covid, on était à moins 93 milliards. Complètement. Mais ce déficit public, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui finance. Il finance les retraites, ce qui explique le vieillissement de la population. Si vous voulez endiguer le vieillissement de la population, économiquement, vous avez deux solutions. Augmenter le taux de natalité par femme. Hein. Aujourd'hui, il est juste à la moyenne. Il faudrait être à 3 enfants par femme pour justement équilibrer ces fameux... en 2020, oui, niveau le plus bas depuis 1945. C'est trop faible, donc, ou faire de l'immigration. Bon, malheureusement, c'est deux domaines qu'il faudrait vraiment faire de manière importante si vous voudriez avoir plus de croissance potentielle et financer les retraites. Donc si demain vous voulez en effet baisser massivement le déficit public, eh bien vous changez le système de financement des retraites. En effet, vous augmentez l'âge de départ, vous baissez les pensions, mais en tout cas c'est un des postes les plus importants. Allez, on va parler la sécurité sociale. Mais ce n'est pas le seul. On peut aussi créer de la croissance, on peut aussi mieux gérer l'argent public, on peut éviter de la gabegie, on peut
arrêter de croire que l'impôt est le seul ressort et les taxes. Ça, on est tout à fait d'accord, mais quand vous regardez le budget, c'est ça que finance le déficit, c'est les retraites et la sécurité sociale. Donc si vous voulez vraiment baisser de 93 milliards, c'est ça qu'il faut supprimer. Je rappelle qu'il était prévu une grande réforme des retraites, non pas parce que c'était une lubie, le vieillissement de la population. C'était absolument nécessaire, que le candidat de droite avait eu le courage d'expliquer que non seulement ce serait nécessaire, mais qu'il faudrait décaler le départ, l'âge de départ à la retraite. Macron a promis autre chose et in fine, on aura un quinquennat sans même le début du commencement d'une réelle réforme des retraites, ce qui est calamiteux pour l'avenir et de nos dépenses publiques. Les vrais sujets de dépenses publiques. Exactement. Allez, vous êtes d'accord. Et je regrette qu'on ne l'ait pas fait avant Covid. Voilà, la question apéro est devenue le premier débat de la soirée. C'est une première. Voilà, 20 minutes sur la première question. Bravo, merci. Comment on finance un déficit avec de l'épargne? On parle épargne tout de suite. Nous parlons épargne, donc, à l'occasion de la publication, là aussi, des chiffres définitifs sur 2020, non pas du déficit public, mais des collectes de l'épargne dite réglementée, livret A et LDDS. Les sites des Échos, le livret A victime de son succès, plus 9,4% sur un an, avec une collecte, un encours de 326 milliards à la fin de 2020. La collecte sur l'année, elle est de 35 milliards, ça c'est pour l'ensemble de l'épargne réglementée, donc à la fois les livrets A et les LDDS. Le Monde qui nous dit livret A, une surépargne qui ne devrait pas profiter au logement social. Alors déjà, ça interpelle un petit peu plus, parce qu'on croyait que le livret A était censé financer le logement social via la Caisse des dépôts et consignations notamment. Et en fait, on comprend que le sujet, c'est que les municipalités ne construisent plus, notamment pour des questions environnementales et autres. Et donc, il n'y a plus assez de projets de construction de logements sociaux dans le pays pour absorber ce surplus d'épargne. Et puis, plus globalement, on sait que le sujet de l'épargne en France, c'est qu'il ne profite pas, il ne va pas jusqu'aux entreprises, a fortiori, alors que ce serait nécessaire aujourd'hui. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, c'est pas nouveau. Il y a régulièrement des essais, des tentatives avec des nouveaux livrets, des nouveaux produits d'épargne, etc. Globalement, on n'y arrive pas. Là, on parle de l'épargne réglementée, mais globalement, on dit que l'épargne est la surépargne. Si on met l'ensemble des comptes courants dans les banques, en plus, on arrive plutôt à la centaine de milliards pour 2020. Alors, comment faire? Non pas que faire avec ce trop d'épargne, mais comment on sait que faire, on sait ce qu'il faut faire. Dans l'idée, on sait qu'il faut que cet argent il aille vers les entreprises, pour l'investissement, pour les fonds propres d'abord, ensuite pour l'investissement. Manifestement, on n'y arrive pas. Pourquoi, Anne-Sophie? Le problème de la confiance. C'est sûr que l'on pense, quand vous avez beaucoup d'épargne, qu'il faut mieux investir dans le livret A, dans de l'épargne réglementée, qui va financer derrière justement les fameux titres d'État. Vous dites les investisseurs, les particuliers, les épargnants. Plutôt que d'investir dans une entreprise qui est perçue comme plus risquée. Et puis, il y a l'autre problème du secteur bancaire, puisqu'en effet, en Europe, c'est le cas en France, mais également en Europe, la majorité du financement des entreprises, et surtout de petite taille, c'est le prêt bancaire, c'est la banque. Ce n'est pas la levée sur des marchés financiers. Donc, c'est vrai que c'est très difficile, malgré tous les produits innovants qu'on met en œuvre, malgré les rabats de fiscalité ou autres pour inciter, surtout dans une période où il n'y a pas de confiance. C'est pas en ce moment, malgré une situation qui est très déprimée, dans une situation où vous êtes en pleine croissance et autres, vous n'y arrivez pas. Donc c'est pas dans ces temps-là que vous allez, à mon sens, réussir malheureusement à aiguilliner majoritairement l'épargne vers les entreprises. Comment réapprendre faut réapprendre le goût du risque aux épargnants. Alors aux petits épargnants, on peut comprendre qu'ils n'aient pas envie de perdre de l'argent, mais ce qu'on comprend avec ces chiffres, c'est que même les gens qui ont vraiment de l'épargne, ils n'ont pas plus envie de la risquer non plus. Les livrets d'épargne, ils sont remplis jusqu'au maximum 22 000 €, je crois, effectivement. D'un côté, on ouvre un LDDS qui permet d'en rajouter encore 12 000. Donc on arrive à des niveaux 35 000, 40 000 €. Donc là, on n'est plus sur les plus précaires et les classes les plus populaires du pays. Comment redonner ce goût du risque Déjà, faut-il donner ce goût du risque à n'importe quel moment? Si vous voulez, on ne peut pas reprocher à l'État, finalement, de mon point de vue, d'être trop dispendieux, de ne pas assez bien, absolument, de ne pas assez bien gérer ses propres finances publiques et sa vision et son investissement de long terme. Et de l'autre côté, critiquer les Français qui, eux, sont plutôt fourmis que cigales. Et
il faut quand même, je rejoins ce qu'a dit Anne-Sophie, il faut quand même reconnaître que la période, elle est plutôt à l'absence totale de visibilité, un risque maximal, une crainte. Et quand vous avez une crainte en l'avenir, forcément, vous avez une petite tendance au repli. Et je dirais, rajouter par la politique qui est menée, si j'en reviens à ce qu'on vient de se dire précédemment, c'est quand vous fermez les stations de ski, par exemple. Si on compare, les Espagnols, eux, ils ont décidé d'ouvrir les stations de ski, notamment pour les gens qui vivent sur place. Exactement, dans les vallées qui sont concernées. Eh bien, là, typiquement, en France, aujourd'hui, on a freiné la consommation. Donc, bien sûr, il y a les problèmes de perspective, mais il y a aussi que, mécaniquement, quand vous confinez ou quand vous fermez les magasins ou quand vous expliquez que le petit libraire ne pourra plus vendre. C'est aussi pour ça que vous épargnez, c'est parce que vous n'avez pas de capacité de dépenser. Donc, si vous voulez, je pense qu'on peut s'inquiéter de ce trop-plein d'épargne qui se cumule. Mais moi, je suis plutôt optimiste parce qu'on parlait de reprise et c'est là qu'il va falloir que toutes les forces vives du pays se remettent en marche. Et heureusement qu'il y aura de l'épargne parce que peut-être qu'à ce moment-là, enfin, il va y avoir une soif de consommation, une soif d'investissement et évidemment qu'on trouvera les mécanismes pour inciter encore davantage à investir dans les entreprises et j'y suis la première hyper favorable. Mais disons que peut-être les Français sont plus regardants à cette notion de meilleure gestion de leur patrimoine et donc je ne leur jetterai pas la pierre. Je pense que ça peut être aussi un moment particulier et qu'après, avec de la vision, avec de la confiance restaurée, il y aura de la consommation. Quand on ferme les boutiques, quand on ferme les commerces, quand on ne peut plus partir en vacances, quand on a des mal à voyager et quand on a des stations de ski fermées, où voulez-vous que les gens dépensent finalement ce pourquoi ils thésaurisent souvent, c'est-à-dire ces moments de plaisir partagé entre amis, avec sa famille. On voit bien que cette année, notamment tout ce qui est loisirs, tout le monde a mis la pédale douce sur la consommation. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de concilier cette absence de confiance, ou en tout cas de perspective qu'on comprend bien compte tenu de la situation, et le fléchage d'une partie de l'épargne vers les fonds propres, les investissements dans les entreprises. Dans le monde aujourd'hui, Philippe Escande, il termine son billet en disant, voilà, il est urgent d'inventer le produit miracle qui pourrait combiner la protection du capital des épargnants, donc ça c'est cette espèce de garantie de l'État que l'État a posé d'ailleurs tous les prêts des entreprises sur les fameux 130 milliards de PGE. Voilà un produit miracle qui combinerait la protection du capital des épargnants et le financement à long terme de l'économie. Alors oui. Est-ce que c'est l'équation impossible? C'est l'équation. Alors déjà, c'est compliqué parce que même économiquement, il faut toujours dire, vous avez des produits d'épargne, on ne veut pas de risque, on veut un fort rendement. Déjà, quand vous avez un rendement qui est supérieur à la croissance potentielle, forcément, vous avez de la valeur qui est créée qui n'est pas la résultante de l'économie réelle. Donc c'est vrai qu'on veut tout ça, en effet, pas prendre de risques et puis avoir des taux de rémunération importants. Mais économiquement, c'est difficile et d'autant plus dans cette période, vous avez une politique monétaire très accommodante, vous avez des taux très bas. Donc, on est plus sur le risque, sur la préservation et ne pas avoir de risque que sur financer massivement des entreprises. Je pense que c'est ce côté-là qui l'emporte et que ça va être difficile. Et sur l'épargne à long terme, l'État ne pourrait pas assurer le risque partiellement Des particuliers, je pense, déjà, ça, comme vous l'avez dit... Comme il le fait dans les situations extraordinaires sur le PGE, en l'occurrence. Toujours pour une on ne sait pas encore, ça n'ont pas été remboursés les PGE, mais effectivement, à propos de coûts, on annonce entre 5 et 10 milliards. Pertes, etc. Donc après, si vous faites ça pour les particuliers, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut plutôt regarder en fait le profil aussi des épargnants et justement ce que l'on peut faire. Quand vous êtes dans une situation de risque extrême, qu'est-ce que vous faites ? En effet, vous allez sur l'épargne réglementée ou vous investissez dans l'immobilier. Et malheureusement, en effet, ce sont des agents qui créent le moins de valeur ajoutée par rapport à l'investissement des entreprises. Donc déjà, on a eu un pouvoir d'achat qui a été préservé en 2020. Ça, c'est une bonne nouvelle, justement, grâce à ces fameuses mesures de l'État. Donc, comme vous le dites, il y aura la capacité de rebond s'il y a la confiance. Et puis, il faut regarder aussi par revenu. Le problème aussi que l'on voit, et pendant la crise, c'était l'une des inégalités, c'est qu'en
en général les revenus les plus élevés et les moins précaires qui ont été plus préservés, qui ont plus préservé leur pouvoir d'achat que les plus bas salaires et les emplois les plus précaires. Et c'est plus votre revenu est élevé, plus votre proportion à épargner est importante. Et donc vous épargnez en effet dans de l'assurance vie et dans l'immobilier et pas dans les entreprises. Donc c'est vrai que là justement en Allemagne, il y avait l'idée, comme c'est moins un pays de consommation, de par exemple baisser la TVA ou en tout cas dans le plan de relance d'avoir des mesures pour stimuler la consommation et stimuler l'investissement. Nous on a moins fait ce choix, on a voulu plutôt préserver les entreprises avec toutes ces aides et en se disant comme on a vu après le premier confinement, les Français ont massivement consommé, comme il y a le pouvoir d'achat qui a été préservé, eh bien, quand la reprise sera là, comme vous l'avez dit, les Français voudront massivement préserver. C'est le pari de la relance, c'est le pari du plan de relance français. Et c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé en 2020, c'est ce qui risque de se passer. Oui, mais là, bon, ça, vous parlez consommation, là, effectivement, l'investissement dans les fonds propres. Là, on n'a pas trouvé la clé. Il y a une petite initiative de la BPI qui a lancé il y a 2 mois, une espèce de fonds, mais très petit, quelques dizaines de millions d'euros pour commencer. Et puis ça reste aussi des problématiques d'initiés. En effet, à part les personnes qui regardent vraiment quels sont leurs produits, dans quoi ils investissent, globalement, le livret A, c'est assez facile, tout le monde connaît, c'est garanti, c'est très liquide, donc il n'y a pas de problématique. Dès qu'on vous dit c'est adossé à... D'où l'idée d'inventer le produit miracle. Etc. Voilà, c'est complexe. Donc à ce moment-là, il faudrait sinon un produit très simple, vous dire, c'est adossé sur telle ou telle entreprise, et c'est clair pour la majorité des investisseurs. Mais ça représente une grande difficulté. Il me paraît crédible, ce produit miracle Virginie Calmette. Un produit miracle par essence. On peut croire on a quand même du mal à le louche. mettre en œuvre. Mais on voit bien que les Français se contentent de très faibles rendements. Parce que quand vous parlez du livret A ou même de l'assurance vie aujourd'hui, c'est plus du tout les rendements d'une époque. Donc, l'assurance vie, on a eu les chiffres aussi hier, 1,7 pour l'affaire qui est à référence, le contrat assurance vie. Vous perdez de vie. l'argent en épargnant, il faut mieux investir. Donc en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est que c'est pas qu'un choix rationnel, puisque rationnellement, il faudrait peut-être, au contraire, se tourner vers des placements dits plus risqués, mais qui finalement, tendanciellement, rapportent beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'on est dans l'irrationnel. Et pourquoi ? Parce que là encore, la politique met son grain de sel. C'est quand vous n'avez pas de confiance, mais que surtout vous voyez des sommes colossales. Au fond, qui croit en France le discours « il n'y aura plus d'augmentation d'impôts » Voilà. Donc en fait, les gens sont tentés de se dire, déjà, on a travaillé dur, on a économisé, on a un peu envie de transmettre. On est quand même un pays qui taxe le capital à tous les niveaux. Vous avez parlé de l'immobilier, qui est un placement plutôt très prisé par les Français, mais en même temps extrêmement taxé, et beaucoup plus taxé en France que dans beaucoup d'autres pays. Les successions également. Donc au bout d'un moment, que vont faire naturellement les Français ? C'est se dire, on a travaillé, on a envie de céder quelque chose, on a envie qu'il reste quelque chose pour nos enfants, on a quand même peur du lendemain, on voit qu'on continue à nous taxer, y compris quand on ne travaille plus, y compris quand on n'a plus de revenus. C'est tout le problème des retraités, et c'est tout le problème de l'IFI, de la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Sur la fortune immobilière, qui rajoute encore, mine de rien, une somme importante pour des gens qui ont déjà travaillé toute leur vie, qui se sont déjà acquittés de l'impôt, qui ont déjà contribué au fonctionnement justement de l'État et au financement de cette fameuse dépense publique, et qui se disent, mais au fond, il faut thésauriser. Ça explique cette prudence, selon vous. Mais je suis convaincue qu'une grande partie de la prudence des Français, elle est liée à cette espèce de non-confiance dans la bonne gestion de l'argent public, le fait d'être dans les 3%, on n'y est pas, le fait de ne pas avoir 120% de son PIB, et surtout le fait d'arrêter de créer tous les jours des nouvelles impôts et des nouvelles taxes. On ne crée pas des nouveaux impôts tous les jours, quand même. Globalement, le bilan de la majorité actuelle est quand même plutôt supprimer les impôts qu'on a créés. Les impôts de production, tout le monde a salué, même si c'est que partiel. Je suis la première à saluer, mais alors là, franchement, autour de cette table, on va pas nier la créativité infinie de Bercy pour recréer des taxes alors, parfois, mais là, il y a eu des baisses d'impôts. On peut quand même impôt sur le revenu. Les taxes d'un point de vue macro, il y a eu une baisse des impôts, la preuve. Là, vous pouvez regarder les chiffres de l'INSEE, il y a une baisse d'impôts. Enfin, là, après, on peut être d'accord ou pas, mais... Une baisse des recettes d'impôts. Attention, la baisse des recettes est liée à la conjoncture. Oui. La conjoncture va mal, et quand les entreprises, pour certaines d'entre elles, sont obligées d'être fermées parce qu'on décrète qu'on met l'économie et la France sous cloche, mécaniquement, il ne faut pas... Non, mais même avant, vous avez la baisse des impôts locaux. Qui a été quand même très symbolique.
symbolique. Vous avez toutes les mesures pour le pouvoir d'achat suite à la crise des Gilets jaunes. La taxe d'habitation pour 80% des gens a été supprimée. Mais baisser une taxe quand on n'a pas trouvé le moyen de trouver... pour la majorité des gens. Enfin, oui. Il y en a quand même beaucoup qui l'attendent, mais quand on n'a pas vu la suppression et quand, en revanche, en face, on n'a pas une économie réelle, tout le monde sait que comme c'est pas financé, de toute façon, vous le repayez autrement. C'est comme quand on nous parle de pour l'instant, on le paye en déficit. Oui, on le paye en déficit, mais là encore, les Français ne sont pas idiots. Il y a un moment donné où ils se disent que de toute façon, ça va se transformer soit en impôts supplémentaires, soit on va rogner sur d'autres choses. On n'a pas décidé sur quoi. Les retraites, vous en parliez tout à l'heure, était un sujet majeur, mais les Français ne sont pas idiots. Donc ceux qui sont jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent que ce n'est pas le système étatique qui leur financera leur retraite. Donc ils sont obligés d'épargner aussi pour se financer une retraite, ce qui n'était peut-être pas le cas d'une génération précédente. C'est pas dû aux finances publiques, c'est dû à la démographie aussi. Mais pas que, c'est lié aussi au choix qu'on a fait. On fait une retraite par répartition, on n'a pas voulu faire de retraite par capitalisation, on a décrété un certain mécanisme qui n'est pas complètement équitable pour l'ensemble des Français, puisque que vous soyez dans le public ou dans le privé, vous n'avez pas du tout les mêmes règles, etc. Donc les Français, ils vivent avec tout ça et ils en tirent des conséquences simples. Je suis précautionneux, je dépense mon argent avec parcimonie, je thésaurise un petit peu, ça ne me rapporte pas beaucoup, tant pis, mais au moins je ne perds pas. Et je pense qu'il y a une telle inquiétude dans l'avenir qu'ils n'ont pas envie de revivre ce qu'on avait vécu à l'époque de 2008 par exemple, avec un effondrement y compris de l'épargne type assurance vie, qui avait quand même chuté grandement. Et donc ils se disent, soyons très prudents. Voilà. Et cette absence de visibilité, cette absence de confiance et cette absence de, je dirais même de crédibilité quand Bercy dit il n'y aura plus d'impôts et de taxes, personne ne les croit. Peut-être qu'ils sont sincères jusqu'à la prochaine élection. Mais tout le monde sait que quoi qu'il arrive aujourd'hui, les finances publiques sont telles qu'on aura du mal à croire un discours disant plus jamais d'augmentation d'impôts et de taxes. Tous les jours, ils nous en recréent. Vous avez beau dire, j'ai pas en tête, mais encore récemment, il y a une taxe qui a été créée. Alors, vous allez me dire c'est anecdotique ou c'est pour la bonne cause. Donc il y a une créativité fiscale dans le pays, ça, on n'en doute pas. Honnêtement, on continue encore en 2021, enfin 2020, on va dire, parce que 2021, on n'a pas encore assez de recul, à créer des nouvelles taxes. Si on a plus de recul quand même sur la fiscalité, bien sûr ce que vous dites, déjà la dette française, regardez ce que pricent les marchés financiers, notre signature est excellente puisque nous empruntons à taux négatif. Donc il se trouve que ça c'est parce que la BCE achète derrière. Aussi, mais pas que nous, c'est aussi le cas de l'Allemagne et d'autres pays. Et vous avez des spreads qui peuvent être plus élevés pour les pays de l'Est ou pour des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Donc on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de plus positif si on se compare aux pays de l'Est, on peut se comparer à des gens plus vertueux quand même, ou à des plus comparables. Ou l'Italie par exemple. Si on se compare à l'Italie, historiquement, Génération, c'est pas un modèle. Non, mais c'est vrai. Bon, préférons-nous. En tout cas, et avec, on adore l'Italie. Il y a un risque sur la signature française et sur la confiance des investisseurs sur la dette française, en tout cas actuellement. Donc ça, on arrive même à emprunter à 50 ans. Je l'évoquais hier dans l'émission, c'est quand même dingue. Exactement. Donc ça, il faut aussi le dire. Et les investisseurs sont les premiers à regarder tous les critères qui concernent la dette française et les sous-jacents. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à s'endetter. Parce que peut-être qu'ils savent que le jour, peut-être que les investisseurs savent que le jour où on aura besoin, on est en capacité d'augmenter les impôts aussi. Ça fait partie des critères. Mais l'État a également beaucoup d'actifs derrière. Donc le Japon est endetté à 240% de son PIB. Ça ne pose pas de problème parce qu'ils ont énormément de collatéraux derrière et puis parce que c'est une dette détenue par les résidents. Donc ce n'est pas le taux d'endettement qui est important, mais c'est qui la détient. Bah si, le Japon est beaucoup plus endetté que la France. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'avait pas le temps de développer, mais je crois qu'on peut quand même tous se dire que 122% du PIB en dette pour la France, c'est pas une bonne gestion. Au départ, dans les traités, c'était 60. Au départ, et si on rappelons-les. Et comme vous le disiez tout à l'heure. Cette année, mais ils étaient à 60 juste avant la crise. Si on s'endettait pour construire des autoroutes, des infrastructures, pour être les leaders dans la 5G, pour être les plus innovants dans l'intelligence artificielle, pour aller sur des grands investissements d'avenir,
avec il y a aussi de la dette sur ces avec sujets-là. des taux bas, On fait ça aussi. quand même. on dirait que c'est de la bonne gestion, de la saine gestion. On utilise le crédit que nous avons pour avoir des investisseurs. Mais malheureusement, comme vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, c'est pour payer des retraites de Et fonctionnaires. la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, parlons-en, parce À que cause là du aussi... VOD. Non, on n'en parle pas ce soir. On n'en Mais- parle pas ce soir parce qu'on va marquer une courte pause et qu'on se retrouve dans un instant. On va parler un petit peu des États-Unis quand même. Retour dans l'IT Smart. Merci de rester avec nous. On va parler des États-Unis pour terminer, enfin en tout cas dans cette deuxième moitié de l'émission, déjà un petit peu engagée. Question ce soir en 2021, à quoi servent les États-Unis? Hier, la question était un petit peu différente, mais au fond c'était la même. Hier, c'était qu'un tonton des États-Unis. À quoi servent les États-Unis aujourd'hui? Voilà, à quoi servent? Est-ce que c'est un rôle de guide, pour reprendre le vocabulaire de Joe Biden, qui veut lead the world? Est-ce que c'est un exemple, un contre-exemple? Est-ce que c'est, les États-Unis servent à tirer l'économie mondiale, à tirer l'innovation mondiale? Est-ce que, quel est votre rapport, vous, mesdames, aux États-Unis en tant que économiste, chef d'entreprise? Ça sert à quoi l'Amérique? Je dis ça notamment parce qu'on se passionne tous, moi le premier d'ailleurs. On voit hier des millions de Français ont regardé en direct le discours d'investiture de Joe Biden. Pendant ce discours-là, BFM TV était la première chaîne de France avec 3 millions de téléspectateurs sur la demi-heure de discours en cumulé. Donc on a une espèce de passion pour l'Amérique, bien supérieure à la passion qu'on peut avoir pour la gouvernance européenne ou autre, dont on n'a rien à fiche, effectivement, y compris quand il y a une nouvelle commission, y compris quand il y a une nouvelle présidente de la commission. Bref, à quoi servent les États-Unis, selon vous, en 2021, Virginie? Vaste question, alors si je devais répondre brièvement. Alors, pas en un quart d'heure, mais des idées comme ça, voilà. Non, mais je dirais, en tout cas pour moi, en numéro 1, d'être un rempart contre la Chine. D'accord. On vient d'un monde où il y avait une hyperpuissance, les États-Unis. Aujourd'hui, on est un monde où il y a 2 superpuissances. Les États-Unis, certes, encore numéro 1 dans le domaine économique, mais Pour moins de 10 ans, d'après les spécialistes. encore numéro 1. Mais la Chine, qui est une superpuissance, je rappelle que Xi Jinping, en 2013, disait qu'il voulait avoir une position dominante. Donc il y a une claire volonté affichée, il y a les moyens, il y a donc une volonté politique, il y a des moyens. Il y a en plus des événements malheureux qui touchent l'ensemble de la planète, qui finalement vont peut-être favoriser un peu plus la Chine encore que les autres puissances, pour plein de raisons. Ils ont été extrêmement Je crois qu'on peut enlever le peut-être. Ils ont été extrêmement présents pendant cette pandémie. À la fois, l'origine sans doute de la pandémie. En tout cas, ils ont creusé l'écart. Les tests, les vaccins, les vidéoconférences, tous les moyens de protection pendant la pandémie sont beaucoup venus de la Chine, enfin de l'Asie en général. Donc, on voit bien que pour moi, aujourd'hui, le rôle numéro 1 des États-Unis, qui a sans doute perdu ce rôle un peu d'exemplarité. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses justement, c'est qui pour ça que je vont pose la mal question de aux cette façon. États-Unis. Quelque part, ils ont sans doute perdu le côté lead dont vous parliez, guide, exemple. Je pense qu'ils l'ont perdu. En revanche, il reste un rempart contre la Chine et c'est pour ça, je pense, indépendamment du décorum, du côté solennel aussi d'une passation de fonctions, etc. Je pense que les Français s'intéressent aux États-Unis parce qu'ils sentent bien, et les Européens d'ailleurs dans leur ensemble, que les États-Unis jouent un rôle de rempart contre la Chine. Ils en ont encore besoin. Non seulement on en a besoin, alors c'est vrai que d'un point de vue militaire, ça reste une superpuissance évidemment, mais sans doute Joe Biden ne changera pas ce qu'a fait Trump, c'est-à-dire finalement être beaucoup moins interventionniste sur la scène internationale et être peut-être moins l'arbitre de pas mal de conflits internationaux. Mais vis-à-vis de la Chine, moi, il me semble, si je devais résumer... Voilà, la première idée du rôle majeur pour moi des États-Unis en 2021 et à venir, c'est ce rôle de rempart face à la Chine. Donc une réponse plus géopolitique. Anne-Sophie, même question. À quoi servent, selon vous, les États-Unis aujourd'hui dans le monde, dans l'économie mondiale? Tout à fait d'accord, rempart économique et commercial à la Chine. Et puis, ça reste quand même
actuellement la première puissance mondiale. Donc pour nos économies européennes, ça reste quand même, pour l'instant, la référence. C'est quand même le dollar, c'est un modèle économique qu'on peut critiquer ou pas, mais qui reste quand même une référence. C'est au niveau des marchés financiers aussi la référence. Donc ça reste quand même Donc le un poids est tel moteur que de toute façon, pour aller bien, il faut que les États-Unis aillent bien. C'est ce qu'on regarde toujours en économie. Comment vont les États-Unis? Comment ira le monde? Ça reste vrai? Est-ce que c'est aussi vrai? Est-ce que c'est toujours aussi? Est-ce que le lien reste toujours aussi fort qu'avant? Alors, sur ces questions-là, je dirais oui. D'ailleurs, on le voit même dans les prévisions. Vous avez toujours un prisme en fonction de la source des différents instituts de croissance, ou en tout cas de vision par rapport à l'Europe ou les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis sont toujours vus comme plus résilients, de se remettre beaucoup mieux des crises. Ils ont une moyenne de croissance qui est supérieure à l'Union européenne sur le long terme, il n'y a pas de doute. Des indicateurs économiques et oui, le fait qu'ils ont le dollar donc, qui reste la référence. Donc c'est vrai que là-dessus, même s'il y a la montée de la Chine, il reste numéro 1 et il reste le poumon de l'économie mondiale et la référence, le pays vers lequel on se tourne pour savoir comment ça va aller. Donc ça, c'est indéniable. Après, comme vous l'avez dit tout à fait, la question de la Chine est vraiment centrale. Et là où je serais plus nuancée, c'est quelle position pour l'Europe. Pour moi, en effet, les États-Unis, on essaie de lutter contre la Chine. Notamment sur cette idée de rempart. En tout cas, c'est le discours de l'Union européenne, de la Commission, c'est de dire que précisément, c'est l'Europe. On l'avait avec la crise commerciale en 2019. L'Europe, on est alliés quand ça nous sert, mais on ne l'est pas forcément quand ça ne nous sert plus. Donc, il y a vraiment un renforcement de cette politique des blocs où on n'est pas tous ensemble, États-Unis, Europe contre la Chine, mais on est 3 blocs, la Chine, l'Europe et les États-Unis, et on s'allie en fonction de nos intérêts qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, si ce n'est pas toujours les mêmes, eh bien, il y a des alliances différentes. Donc ça, on l'a vraiment vu dans la crise, quand il y a eu la crise du secteur automobile, on voit que les réponses n'étaient pas forcément des réponses de concert et que chaque pays essayait de négocier, en tout cas d'avoir des accords qui protègent son bloc, sa zone, et pas une vision globale. Et c'est vraiment ça, à mon sens, qui est intéressant ce 21e siècle, c'est vraiment ces blocs. La Chine, on le voit, a commencé avec le fameux accord RCEP, de créer cette zone économique colossale sans les États-Unis. L'Europe se réveille en disant oui. Sans les États-Unis, parce que les États-Unis n'avaient pas voulu. C'était une des premières décisions de Trump de sortir dans cet accord-là. Ça fait 10 ans qu'ils ont négocié ça, mais ça a quand même des conséquences aujourd'hui pour la zone, et donc c'est très bien pour eux. L'Europe se réveille et se dit attention, en fonction des dossiers, bien sûr on est allié avec les États-Unis, mais des fois on n'est pas toujours, on le voit, aligné. On est allié mais pas aligné, c'est ça. Avec les problèmes dans l'aéronautique, il y a des divergences quand même qui sont importantes quand les intérêts sont menacés. Et puis les États-Unis, bien sûr, c'est aussi leader sur les hydrocarbures. On a vu que le pétrole de schiste, qui va avoir quand même une conséquence très importante sur le prix du pétrole, qui est quand même historiquement bas, et donc aura aussi une importance sur la géopolitique mondiale. On voit que là, les États-Unis sont dans une logique de bloc et un petit peu cavalier seul, donc qui reste le poumon de l'économie mondiale, mais avant tout, on défend nos intérêts propres et on s'allie en fonction des dossiers avec l'Europe. Mais l'objectif, ça reste quand même nos intérêts. Par rapport à ce que vous évoquiez de cette idée de rempart, c'est à l'Europe de faire, je vais dire le premier pas, c'est pas le premier pas, il a été fait depuis 250 ans, mais de faire un geste en direction des États-Unis, ou si les États-Unis faire un geste en direction de l'Europe par rapport à cette idée d'allier, même si on n'est pas aligné. Je ne suis pas certaine que ça se pose dans les termes de savoir qui fait le geste vers quoi. C'est y a-t-il une communauté d'intérêts? Non, mais en tout cas, ce qui était très net, c'est qu'avant même l'investiture, on a eu des tweets dans tous les sens de la Commission, de Mme von der Leyen disant on est les amis, etc. Dans son discours, Joe Biden, il n'a pas eu un mot pour ses alliés et pour l'Europe. Enfin, s'il a eu un mot, une phrase. Oui. Mais globalement, on n'est pas dans. Je pense que les États-Unis, contrairement à ce qui s'est passé précédemment, va peut-être moins se mêler aussi d'être le défenseur de l'Europe. Mais les États-Unis peuvent être un rempart contre la Chine, indépendamment même de leur propre préoccupation de sauver les intérêts européens. C'est-à-dire on peut être les bénéficiaires de cet antagonisme entre... Confrontation. Exactement. On peut en être les bénéficiaires alors qu'ils ne le font pas pour nous. Ils le font d'abord pour eux. Il y a une thèse intéressante qu'a développée Nicolas Bavrez ce matin, je crois, en expliquant que les États-Unis vont être aussi une sorte d'indicateur d'alerte. Comme vous le disiez, on regarde toujours les
États-Unis pour savoir au fond où va être l'économie mondiale. Regardons déjà comment va l'économie américaine. Mais c'est vrai aussi que la société américaine peut porter des alertes et des alertes pour nous occidentaux européens très importants, notamment d'avoir un système économique qui soit peut-être plus inclusif et qui soit aussi plus soutenable, et puis d'avoir la volonté, la nécessité en fait d'investir massivement dans la santé et dans l'éducation, qui sont quand même des sujets extrêmement touchy aux États-Unis. Oui. Et d'ailleurs sur il y a toujours cette idée que ce qui se passe là-bas avant et que ça arrive ensuite. Oui, et en tout cas que ça peut être un très bon indicateur d'alerte sur les politiques qu'il faut que nous menions, parce qu'on voit bien que quand malheureusement il y a des trous dans la raquette, et le système américain n'est pas le plus vertueux, il a ses vertus, et notamment je pense sur la libre entreprise et la capacité, l'American Dream, ça veut dire quelque chose, mais on voit aussi les failles dans le système de santé, dans le système éducatif, et là ça peut être un très bon indicateur d'alerte, et tout ce qui vient de se passer récemment, le Trumpisme, le passation à Joe Biden, le positionnement même de Joe Biden, ça va être très intéressant à observer, parce que je pense que la France a à s'enorgueillir de n'être ni Trump ni Biden, et que ce serait très inquiétant qu'on tombe dans les excès de l'un ou de l'autre. Je pense que quand vous parlez des excès de Biden, c'est plutôt les excès de son parti que de lui-même. Bien sûr, oui, je parle pas ta politique qui vient d'arriver, on va pas. Je parle pas des personnes. Et d'ailleurs, je pense qu'on a trop personnalisé sur Donald Trump. Certes, il a une personnalité très forte. Responsable. Il a sans doute contribué à ça, mais je trouve dommage qu'on ne un petit peu de manichéisme, vous voulez dire. Voilà, qu'on ne fasse pas un peu plus abstraction des personnes pour aller vraiment sur les résultats, sur la vision, sur le projet, sur le programme. Et d'ailleurs, Trump a eu des résultats dans un certain nombre de domaines. Pas dans tous. Il a bénéficié quand même des politiques qui ont été mises en œuvre avant. Oui, bien sûr. Oui. Après, il a engagé des impôts avec une conséquence et du coup, certains sur le déficit pour le coup. Certains Américains ont eu aussi un pouvoir d'achat qui a augmenté, y compris les classes moyennes. Donc, il y a eu on ne peut pas tout jeter. Non, on n'est pas là pour faire du Trump pour la faire. Mais je pense qu'effectivement, les États-Unis peuvent être pour nous, en tout cas, un indicateur précieux à observer en permanence. D'où l'intérêt peut-être, et pourquoi les chaînes info fonctionnent bien quand elles retransmettent ça, c'est que ça nous intéresse. Et on ne peut pas s'en désintéresser. Quand je dis à quoi servent les États-Unis, qu'attend-on des États-Unis, Anne-Sophie, je pense aussi dans le rôle négatif, c'est-à-dire qu'à quoi servent les États-Unis, en 2008, ils ont servi à nous faire une crise un peu moins mondiale que l'année dernière, mais que globalement quand même massive. C'était clairement une crise venue des États-Unis, c'était des délires dans l'endettement des banques, les subprimes, etc. On n'était absolument pour rien, l'Europe l'a payé pendant des années. Donc voilà, à quoi servent les États-Unis, c'est aussi parfois, c'est quand même aussi, fiche le bordel, pardonnez-moi l'expression, en exportant des crises. Est-ce que histoire de ne pas avoir que le côté positif, quand même, on peut. Ils servent aussi à ça, au mauvais sens du terme. C'est pas servir d'ailleurs de fait. Est-ce qu'on peut encore craindre aussi ça relève des excès. Alors, on a parlé on a beaucoup parlé des excès de Trump à plein d'égards, de sa personnalité et autres, mais les excès du capitalisme américain, et parfois il y a des excès. Alors, bien sûr, on le paye parce que c'est les numéros 1. Forcément, quand il y a une crise chez eux, on le subit. Et donc c'est vrai que la crise financière, c'est vraiment l'exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet... Est-ce que la finance est moins dépendante de la finance américaine aujourd'hui, de la finance européenne? Est-ce que vous diriez ça? Non, mais plus réglementé. Il y a quand même, Bâle 3, il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'il y a plus de garde-fous et que si demain il y a une crise, en tout cas, il y a beaucoup plus d'instruments, d'outils pour pouvoir y faire face. Donc ça, c'est quand même positif. Il faut aussi voir le bon essayer de voir le bon quand il y a une crise. Il y a quand même beaucoup d'outils, de mécanismes qui ont été mis en œuvre pour éviter justement que ça se reproduise. Mais bien sûr, on n'est jamais à l'abri. Le capitalisme est fait de crises. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, on a eu cette crise de 2008, mais même aujourd'hui, on voit que c'est le pays des excès. Mais ce que je trouve formidable dans ce pays, c'est qu'ils ont cette capacité toujours à se remettre en cause. Et quand justement le système est touché au cœur, attention, alerte. On le voit pourquoi? On le voit pour les géants du numérique.
C'est quand même incroyable ce qui se passe. Le système capitalisme américain est basé sur quoi ? L'innovation. C'est ça le centre. Ce qui se passe avec ces entreprises numériques, c'est que justement, on est dans une situation de monopole. Et c'est quoi, même dans la théorie économique, la conséquence de ça ? C'est que vous n'avez plus de concurrence entre les acteurs. Et si vous n'avez plus de concurrence, plus d'innovation. Fini l'innovation. Et pour le consommateur, c'est une hausse des prix. Et là, on est dans ces situations-là et vous voyez bien quand les bases de ce système capitalisme sont menacées, eh bien, on va commencer à dire attention, on va interdire des concentrations, on va interdire le rapprochement, voilà, Facebook, WhatsApp. Enfin, il y a vraiment une remise en cause de dire attention. Dès que le système est vraiment ébranlé au cœur, on met des garde-fous et on réagit en tout cas très fortement. La crise de 2008, en effet, c'était la déréglementation globale, bien sûr financière aux États-Unis, mais aussi internationale. Et suite à ça, il faut voir quand même les commissions qu'ils ont mis en œuvre pendant des années. Alors vous allez me dire, oui, le mal est fait, malheureusement. Mais en tout cas, on préserve le système. Sur 2008, c'est sûr. Après, effectivement, on a mis 10 ans. Et on essaie de mettre en place des choses pour que justement, ça ne se reproduise pas. Et ça, c'est assez intéressant. On l'avait même vu au niveau démocratique, quand il peut y avoir des menaces. C'est quand même un système qui est très résilient, qui a énormément de protection et qui sait se remettre en cause pour toujours avancer. Donc ça, on peut quand même le reconnaître. Alors bien évidemment, il y aura sûrement d'autres crises. On parle du numérique, justement, parce que la numérisation de l'économie, ça a un énorme impact sur les fameux gains de productivité et c'est pour ça qu'on a, on va dire, cette latence et cette on l'évoquait hier dans l'émission, effectivement, dans les risques identifiés par le forum de... Aujourd'hui, si on a de la croissance, c'est 2-3%, on ne sera plus jamais à 4-5%, donc ça interroge en effet sur la soutenabilité de nos modèles, etc. Donc il y a des vraies conséquences et ça vient des États-Unis. Donc on sera toujours impacté, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir toujours comment ce système arrive malgré toutes ces inégalités, malgré tous les extrêmes, parce que c'est ça quand même qui, d'un État à l'autre, enfin on a l'impression d'être dans des pays différents, alors que non, c'est le même. On le voit pendant les élections, quand vous voyez les votes ou les sous-jacents des votes, on a ça aussi en France, mais là c'est vraiment extrême. Et bien malgré tous ces extrêmes, ce pays arrive toujours à avoir cette résilience et s'en sortir. Et donc le corollaire à ça, c'est que nous on sera toujours impacté par les crises, mais on arrivera aussi, je l'espère, à s'en sortir comme eux. Donc c'est quand même un petit peu un exemple. Avec plus de temps. Ça reste un petit peu un exemple alors quand même ça reste un exemple. Parce que Virginie vous disait c'est plus un exemple, c'est peut-être plus un exemple. En tout cas, à certains égards, ça l'est, bien évidemment. Vous parliez de vivacité démocratique. Il faut quand même reconnaître que les contre-pouvoirs fonctionnent. On les a vus, là. On a vu beaucoup de contre-pouvoirs des médias, de la justice, enfin vraiment des contre-pouvoirs extrêmement puissants qui se sont mis en œuvre. Donc, il y a évidemment des choses très intéressantes à les regarder, à les piocher, cette capacité d'innovation. Et une fois encore, cette confiance en l'avenir. Et je pense que tout ça est très intéressant. Le rapport à la réussite déjà, qui n'est absolument pas le même que le nôtre, mais évidemment une société extrêmement inégalitaire et également assez divisée. Là, on en a vraiment pris conscience très récemment et je pense que c'est un des challenges de Joe Biden. Vous étiez parti vous étiez... enthousiaste hier en regardant la télé, puisque vous évoquiez, c'est moi qui évoquais effectivement les bons chiffres d'audience. Vous disiez c'est normal, les Français ont encore envie d'attendre quelque chose des États-Unis. Voilà, c'est pas le mot, parce que je me sentais pas très Joe Biden, mais je me sentais pas Trump non plus. Et je pense que malheureusement, et on le vit aussi parfois en France, c'est que malheureusement, on trouve que l'offre politique n'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on rêverait d'avoir, à la fois dans le profil, dans le fond, dans le programme, dans l'âge, dans plein de choses. Je trouve que c'était aussi quelque part un drôle de spectacle, mais une vice-présidente. Alors, est-ce que c'est un homme de paille ? Ça ne me plaît pas trop, mais le fait d'avoir une vice-présidente comme Kamala Harris, c'est intéressant. Donc, il y a des choses positives et il y a des choses auxquelles j'adhère moins. En revanche, je trouve que dans ces moments solennels, il y a toujours quelque chose qui se dégage. Je veux dire, quand ils savent faire, oui, c'est sûr qu'encore une fois... Ils savent faire et il y a aussi cette vivacité culturelle. Si on regarde Netflix et la réussite de Lupin qui est en train de faire le tour de la planète, c'est très bien pour Omar Sy, très bien pour Paris, mais ça reste quand même du Netflix. Mais c'est une production française, c'est Gaumont Télévision. Absolument, et c'est remarquable, donc tant mieux. Mais ils ont cette vivacité aussi culturelle
inonder le globe de leurs films, de leur façon de faire, de cette solennité aussi qu'ils savent peut-être faire mieux que nous à certains moments. Et donc, je trouve que c'était quand même un événement majeur. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est intéressant de voir... En 20 secondes, Anne-Sophie, quel était votre état Un d'esprit événement hier majeur, et pour ça que j'étais heureuse de voir. Après, il faut toujours faire attention parce que c'est vrai qu'en Europe, on est toujours très pro-démocrate. Et c'est vrai que dans le cas de Biden... si l'élection vient chez nous, c'est sûr que... Le style va changer. Oui. Après, sur le fond des dossiers, voilà, sur la politique économique et commerciale, je crains que ça change. C'est pour ça que j'étais un peu taquin sur le côté nouveau jour, une eau se lève. c'est Voilà, pas on peut dépasser forcément un du nouveau jour. jour à la C'est nuit ou de la nuit au jour. Mais avec un changement de style. Enfin, il promet quand même massivement beaucoup d'investissements, notamment dans les énergies renouvelables, etc. Ce qui est quand même très bon, c'est pour l'accord de Paris, ça on peut quand même voilà, saluer, sur le climat, bon, ça, mais on verra l'économie américaine si elle se portera mieux avec Biden qu'avec Trump, voilà, avec beaucoup plus d'impôts, beaucoup plus de dépenses publiques, on verra. À suivre, voilà, c'est un mandat de 4 ans et pas de 24 heures. Merci mesdames d'avoir été à mes côtés ce soir, merci à vous. Très bonne soirée, à demain.